Ce programme contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes. Il aborde des thématiques sombres, parfois violentes, et s'adresse à un public averti. Certaines séquences peuvent provoquer malaise ou angoisse. Si vous êtes particulièrement sensible à ce type de contenu, nous vous recommandons de ne pas poursuivre l'écoute. Pour une immersion plus profonde dans l'histoire, le port du casque est fortement recommandé. Le Creumer. Les cas Claire Belmont et Sophie Griveau. Écrit, produit et réalisé par David L.C. Thomas. Narré par Paul-Étienne Vernier. La bande originale, intitulée Haunted, composée par David L.C. Thomas, disponible sur toutes les plateformes digitales. L'origine de l'enquête. Ce récit est tiré d'un dossier confidentiel de l'archevêché de Reims, classé sous la mention « Inquisition moderne », transmis anonymement en 1981 à un journaliste disparu dans des circonstances jamais élucidées. Ce document n'aurait jamais dû refaire surface. Ce que vous allez entendre est l'enregistrement sonore authentique réalisé par le père Augustin Lemoine, prêtre du diocèse du Puy-en-Velay, membre du service pastoral pour les phénomènes inexpliqués. Homme discret et méthodique, il fut sollicité et envoyé de manière officieuse par l'archevêché en septembre 1980 pour faire la lumière sur une série d'événements étranges autour d'une bâtisse isolée, la maison de Valmont. Il y mena l'enquête la plus déstabilisante de sa vie sacerdotale. Ce qu'il y découvrit bouleversa à jamais sa perception du monde, de la foi et du silence. Son témoignage regroupe faits, rapports, confessions et voix, tous liés à cette maison perdue en Haute-Loire, un lieu dont l'histoire défie la raison et fracture les certitudes. Ce dossier ne se limite pas à une simple enquête. Il est l'écho d'un lieu vivant, d'une présence qui grandit dans l'ombre et l'oubli, bien au-delà de ce que l'on ose appeler le réel. Et si ces mots vous parviennent aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que la maison vous a choisi, vous aussi. Mais sachez ceci, une fois que l'on commence à l'écouter, elle commence aussi à vous écouter. Rapport du père Augustin Lemoine. Archives diocésaines, section paranormale classée, accès restreint. Journal audio. Date 3 octobre 1980. Enquêteur, père Augustin Lemoine. Objet, maison isolée, colline de Valmont, Haute-Loire. Je débute l'enregistrement du dossier concernant la maison au bout du chemin du Vieux Moulin, nichée entre les collines brumeuses de Valmont. Ce que j'y ai découvert dépasse tout ce que j'ai pu lire ou vivre en 30 ans de ministère. Cette maison respire, elle retient, elle dévore. J'ai retrouvé plusieurs témoignages liés à cette demeure.
Certains m'ont été transmis officieusement par des confrères, d'autres sont arrivés anonymement. Tous décrivent la même chose. Une maison qui observe, qui murmure, qui attend. Selon les archives, la maison fut construite en 1891 par Émile Rochant, ancien architecte parisien, exilé après la mort brutale de sa femme et de son fils. Il y vécut seul jusqu'à sa disparition mystérieuse. Des ouvriers rapportaient entendre des voix, voir les outils changer de place, des ombres errer à l'étage alors que la maison était vide. Mais personne ne les crut. Témoignage d'Adrien Pouget, ancien ouvrier sur le chantier, enregistré en 1956. Il y avait quelque chose dans cette maison avant même qu'on ait posé la première poutre. Rochant nous faisait bosser la nuit. Il disait que le jour, les murs respiraient mal. Un soir, j'ai vu mon marteau léviter. J'ai entendu une femme pleurer dans les fondations. Mais on n'avait pas encore coulé le béton. Un gars du chantier, le fort, s'est jeté du toit. Avant de tomber, il hurlait « Elle ne veut pas qu'on la ferme. Elle est déjà vivante. » On pensait à la folie. Mais quand les murs ont été finis, on les entendait encore bouger la nuit, comme si la maison digérait. Les premières disparitions, 1952. En 1952, un jeune couple fraîchement marié emménage. 2 mois plus tard, silence radio. La porte verrouillée de l'intérieur, aucune effraction, aucun signe d'alarme. Un phonographe tourné encore à vide. Les corps n'ont jamais été retrouvés. L'affaire fut classée sous prétexte de départ précipité, malgré les valises, les papiers et les alliances encore posées sur la table. Témoignage de l'inspecteur Darvel, enquêteur sur la disparition du couple 1952. J'ai vu pas mal d'affaires bizarres, mais celle-là, quand on est entré dans la maison, tout était propre, trop propre. Le tourne-disque tournait en boucle, sans vinyle. Le lit était fait, mais les oreillers formaient des creux, comme si quelqu'un y était encore allongé. Le miroir du salon était fendu, mais le verre formait un symbole, un cercle avec des pointes. En développant les photos de la scène, l'ombre d'une petite fille apparaissait derrière la vitre dans chaque cliché. Il n'y avait pas d'enfant dans cette affaire, du moins pas vivant, ça c'est sûr. Le cas Sophie Griveau, 1975. Sophie Griveau, 19 ans, étudiante en lettres, passionnée de spiritisme, loua la maison pour l'été. Son journal retrouvé relate une présence étrange dans les murs. Sa dernière note: « Je crois que la maison m'écoute. Elle veut que je reste. » Son corps ne fut jamais retrouvé, juste une robe abandonnée sur le lit, comme si elle s'y était allongée, avant de disparaître. Témoignage de Camille Griveau, sœur de Sophie, 1975. Sophie adorait les histoires de fantômes. Elle croyait pouvoir dialoguer avec eux. Quand elle a loué cette maison, elle m'envoyait des lettres. Mais elles sont devenues de plus en plus courtes, puis étranges. La dernière disait juste « Je crois que la maison veut entrer en moi. Je l'entends dans les murs. Elle sait mon nom. » Après sa disparition, on a retrouvé un carnet sous le plancher. Elle avait écrit page après page « Si je ferme les yeux, elle est plus proche. Si je crie, elle sourit. Et à la toute fin, elle a besoin de voix. Je suis sa voix maintenant. » Sophie Griveau, disparue en 1975, retrouvée, ou plutôt revenue, en 1980. 5 ans enfermée dans la maison, 5 ans sans trace. Pourtant, elle n'avait pas quitté la cave. La maison ne relâche que ce qu'elle veut contaminer. Témoignage de Sœur Jeanne, Hospice Sainte-Croix, 1980. Ils l'ont amenée un soir d'automne, pieds nus, trempés, mais sans une seule trace de boue. Elle ne disait rien. Elle grattait les murs avec ses ongles jusqu'au sang. Au début, on a pensé à un choc post-traumatique. Mais quand elle s'est enfin mise à parler, c'était toujours la même chose, comme une prière, comme un disque cassé. La maison m'a ouverte. Je suis dedans. Je suis dedans. Ses yeux,
Dieu me pardonne, ses yeux étaient entièrement retournés. Elle fixait l'intérieur de son crâne, comme si elle cherchait quelque chose à l'envers du monde. Elle souriait. Un rictus vide. Et quand le docteur a voulu l'ausculter, elle lui a mordu la main, jusqu'à l'os. Et là, elle a murmuré « Il reste encore de la place. Vous pouvez entrer, grossi. » La nuit, elle chantait dans une langue qu'aucun prêtre n'a su identifier. Quand j'ai vu son visage de plus près, j'ai cru reconnaître quelqu'un. Alors j'ai fouillé dans les vieux rapports. Elle ressemblait trait pour trait à une photo que j'avais vue dans un dossier de disparition non élucidé. Sophie Griveau. Mais c'était impossible. Elle aurait dû avoir 24 ans. Cette fille n'en paraissait que 19. Le même âge qu'à sa disparition. Elle n'avait pas vieilli. Elle avait attendu. Mais la maison n'en avait pas fini. 5 ans plus tard, en 1980, une nouvelle présence franchit son seuil, Claire Belmont et sa fille, Héloïse. La tragédie de 1980. En 1980, Claire Belmont, veuve, s'installe avec sa fille Héloïse. Des voisins rares rapportent des chants dans le grenier, des bougies aux fenêtres. Claire s'enferme dans l'étude de textes occultes, bien plus sombres que du simple spiritisme. Le dernier cri entendu fut celui d'un enfant, puis plus rien. À l'arrivée des gendarmes, la maison est vide. Un cercle tracé au sol, des symboles incompréhensibles, aucune trace des habitantes. Témoignage de Louis Arnaud, ancien gendarme. On est entré dans la maison après la disparition de Claire. La maison puait le fer. Et le bois était chaud. Mon collègue a ouvert une porte. Il a vu un couloir qui n'existait pas. Moi, j'ai entendu. Une femme murmurait dans mon oreille « Laisse ta peau ici, je prendrai soin de tes os. » Je me suis enfui. Témoignage de Lucienne Morand, voisine de Claire Belmont, 1980. Claire, elle avait changé. Elle ne descendait plus au village. Sa fille, la petite Héloïse, elle vous regardait sans ciller, comme un chat qui pense. J'ai vu un soir des bougies à la fenêtre, des formes tracées sur les vitres avec du... je sais pas, du sang ou du vin peut-être. Et puis une nuit, la petite est apparue chez moi, comme surgie de nulle part. Elle m'a dit d'une voix glaciale « Maman veut qu'on reste pour toujours. La maison a faim mais elle nous aime. Elle aime quand on saigne doucement. » J'ai prié toute la nuit et j'ai cloué mes volets. J'ai plus jamais regardé vers le haut du chemin, ça c'est sûr. Témoignage de Marie Descombes, autre voisine de Claire Belmont, 1980. J'ai vu la petite Héloïse devant ma porte, les bras ballants. Elle souriait, mais ses yeux étaient vides. Elle m'a dit que papa chantait sous le sol maintenant, que maman pleure dans les murs. Puis elle a penché la tête et a murmuré. « Tu veux venir jouer avec moi ?» J'ai hurlé, mais j'étais seule. D'anciens habitants évoquent une présence oppressante, des cauchemars, des murmures nocturnes, des silhouettes à travers les vitres. Certains affirment que la maison absorbe ce qu'elle ne peut contrôler, se nourrissant des âmes, fusionnant avec celle d'Héloïse. Depuis 1980, chaque nuit, à 3h13, une lumière s'allume au grenier, des chiens hurlent, des corbeaux se rassemblent sur le toit. Après tous ces récits, ces voix brisées, il ne restait plus rien à analyser, plus rien à lire. Il fallait entrer. Car tant que l'on parle de cette maison depuis l'extérieur, on croit encore qu'on peut y échapper. Mais à un moment, l'appel devient trop fort. Et on ne sait plus si c'est nous qui marchons vers elle, ou si c'est elle qui nous attire. Le 14 octobre 1980, j'ai franchi la porte. Et j'ai compris que ce lieu avait conscience de ma présence. J'ai longtemps hésité à évoquer ce qui suit. Ce n'est plus un rapport, c'est une confession. Car ce que j'ai vu ce jour-là a fracturé ma foi. Et ce que j'ai entendu continue de me parler dans le noir. Voici ce que j'ai vécu.
J'entrais dans la maison, le 14 octobre 1980, à 9h13 du matin, accompagné de mes 2 assistants, frère Thomas et sœur Lucie. Nous n'y sommes restés qu'1h22, mais j'en ressens encore chaque seconde dans mes os. Dès le seuil franchi, quelque chose clochait. L'air était glacé, mais pas de froid naturel, c'était une froidure intérieure, comme si l'endroit avait cessé d'être vivant depuis longtemps. Et pourtant, tout vibrait silencieusement. Des traces noires griffaient les murs, par endroits, les clous sortaient des planches, comme arrachés de l'intérieur. Dans la cuisine, une assiette glissa lentement sur la table, toute seule, et se brisa contre le sol. Thomas sursauta. Lucie récitait déjà une prière à voix basse. J'ouvris la Bible, elle était trempée, humide, imbibée d'un liquide sombre. Mais le cuir de la couverture était sec. C'est impossible, et pourtant, je te le dis, c'est ce que j'ai vu. À l'étage, le couloir menant au grenier semblait plus long qu'il ne l'était à l'allée. Les murs s'étaient rapprochés, je suis certain de cela. À chaque pas, on entendait comme des pas en retour derrière nous, pas les nôtres, d'autres, légers, nus. Puis, la voix, celle de l'enfant, une plainte au début dans une langue que je ne connais pas, puis un rire, cassé, comme si la gorge était brisée. Et ce rire venait de la pièce devant nous, mais aussi de derrière, et du plafond, et de sous le sol. Dans le grenier, tout était intact, trop intact. Chaque bougie était droite, aucune poussière, et au centre, un cercle gravé dans le bois, ancien, brûlé dans le sol. Puis, Thomas tomba à genoux. Il se mit à pleurer, à supplier. Il disait entendre sa mère, décédée depuis des années, l'appeler. Le si s'évanouit net quand le miroir du grenier explosa sans raison, et sur les éclats, nos visages n'étaient pas les nôtres. Juste des orbites noires, des bouches ouvertes, figées dans un cri silencieux. Je priais, fort, trop fort sans doute, puis j'entendis la voix, tout près de mon oreille. Elle n'était plus celle d'une enfant, elle était vieille, fendue. Elle me dit, « Tu es entré, tu as vu, maintenant tu n'oublieras jamais. » J'ai porté Lucie dans mes bras. Thomas suivait, hagard, tremblant. Nous avons fui. Je n'ai jamais revu Thomas. Interné 3 jours plus tard, il se perce les tympans pour faire taire l'enfant. Lucie ne parle plus, ni à moi, ni à Dieu. Moi, je suis sorti vivant, mais pas indemne. Le sommeil m'a fui. Et chaque nuit, à 3h13, je sens un souffle dans mon oreille et une main sur mon épaule. Elle m'a suivi, elle m'a vu, elle attend. J'ai transmis ce dossier à l'archevêché. 3 mois plus tard, un exorciste a été envoyé sur place, le père Gabriel Rochemont. Il n'est jamais revenu. Seule sa proie a été retrouvée. Cette maison ne peut être exorcisée. Ce n'est pas un lieu hanté. Elle est vivante et elle attend. Fin de l'enregistrement. Ce dossier est scellé. Toute tentative d'exploration ou d'occupation doit être interdite pour la sécurité de tous. Pour que ceux qui s'éveillent chaque nuit à 3h13 ne puissent jamais s'échapper. Le dossier Belmont. Ce que vous venez d'entendre est l'intégralité du dossier confidentiel transmis par le père Augustin Lemoine à l'archevêché. Un témoignage oublié, un enregistrement scellé, jusqu'au jour où je suis tombé dessus. Le cas Claire Belmont y occupe une place particulière, le plus dense, le plus dérangeant. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous expliquer comment tout a commencé. Je m'appelle Léo Kermadec. À l'époque, j'étais encore étudiant en anthropologie sonore à l'Université Clermont-Auvergne. C'était en février 2006. Je faisais un stage dans un centre de dépôt administratif à l'écart de la ville. Rien d'inhabituel.
jusqu'à ce que je tombe sur une boîte, sans référence, sans code, posée à l'écart, sur une étagère métallique, couverte de poussière et d'humidité. À l'intérieur, des carnets rongés, des bandes magnétiques non étiquetées et une chemise rouge. Elle portait un nom écrit à la main, Claire Belmont, disparue en septembre 1980. Dossier non élucidé. Mais ce n'est pas tout. Glissée entre deux feuilles, une note à l'encre noire, presque effacée. Classée Inquisition moderne, archevêché de Reims. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est un dossier, une reconstruction, une descente. Le récit d'un lieu qui n'aurait jamais dû être visité, ni nommé. Je n'ai jamais osé écouter les bandes. Quelque chose me retenait. Pas de la peur, pas vraiment. Plutôt une forme de respect instinctif. Comme si le son enfermé là-dedans ne devait pas sortir. Je l'ai finalement fait. J'ai écouté les bandes. La curiosité, elle a fini par gagner. Je me suis dit que peut-être, en entendant leur voix, je comprendrais enfin. Mais j'avais tort. Il y a des sons qu'on ne devrait jamais libérer. Des voix qu'il vaut mieux laisser enfermer. Moi, j'ai ouvert la boîte. Et depuis, je n'entends plus le silence comme avant. Tout commence ici, dans un hameau recouvert de mousse et de silence. Chaspignac, Haute-Loire. Et une maison. Une maison que même les cartes modernes préfèrent ignorer. Le 3 septembre 1980, à 3h13 du matin, une femme a hurlé. Et rien n'a plus jamais été comme avant. Une mort. Un départ. Le froid s'était abattu sur Paris comme un couvercle de plomb. Claire Belmont, 31 ans, n'attendit pas la fin de l'année. Elle plia bagages, boucla quelques cartons à la hâte, prit sa fille Héloïse dans les bras et tourna le dos à tout ce qu'elle avait connu. Destination Chaspignac, en Haute-Loire. Un hameau oublié, accroché à flanc de vallée, quelque part entre le givre et l'oubli. Un endroit que Claire n'avait jamais vu. Mais c'est là qu'elle allait. Elle fuyait un drame, une mort. Thomas Belmont, son mari, professeur de philosophie à la Sorbonne, avait été retrouvé noyé dans la Seine 3 mois plus tôt. Pas flottant, pas emporté par le courant, à genoux. Comme s'il s'était lui-même enfoncé la tête dans l'eau et avait attendu. Le visage figé dans une terreur primitive, une grimace muette comme gravée dans la chair. Le rapport du médecin légiste évoqua des détails incohérents, inexpliqués. Ses yeux étaient retournés dans leurs orbites, entièrement blancs, sa langue sectionnée net. Et dans sa main crispée, refermée comme un piège, une mèche de cheveux bruns, trop long, trop fin pour être les siens. Claire n'en parla jamais, ni à la police, ni à ses proches, ni même à elle-même. Elle referma le cercueil, referma l'appartement, referma tout, et partit. Mais ce qu'elle fuyait l'avait déjà précédée. Quelques mois avant sa mort, Thomas avait changé. Subrepticement d'abord, des insomnies, des silences trop lourds, puis une obsession soudaine pour les textes ésotériques,
les langues mortes, les miroirs. Claire l'avait surpris à griffonner frénétiquement dans de vieux carnets de cuir, les mains noircies d'encre, les yeux cernés de rouge. Ces notes, retrouvées plus tard dans un coffre cadenassé, contenaient des phrases en latin archaïque, des schémas d'architecture impossibles, des croquis d'yeux ouverts. Au creux de murs, aveugles, et des mots, toujours les mêmes, griffonnés à la hâte, en boucle. Elle vient par les murs, elle a été entendue, elle attend. Claire n'y comprenait rien, mais elle se souvenait de cette nuit-là, la dernière fois qu'elle avait vu Thomas vivant. Agenouillé au bord de la Seine, le regard tourné vers un ciel sans lune. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Puis, il s'était penché, lentement, délibérément, et l'eau l'avait avalé. Elle hurla, mais personne ne répondit. Le corps fut retrouvé à l'aube, les vêtements trempés, la peau gelée, et cette expression, figée, inhumaine, comme s'il avait vu quelque chose que l'esprit humain ne devait pas voir. L'héritage oublié. Après l'enterrement, Claire reçut une lettre, un document notarié, envoyé d'Auvergne, un vieil héritage, une maison perdue dans les bois de Chaspignac, léguée par un grand-oncle maternel qu'elle n'avait jamais connu. Elle n'hésita pas. Paris était devenu un piège. Les murs de l'appartement vibraient la nuit. Et parfois, dans le silence, Claire croyait encore entendre Thomas pleurer derrière les miroirs. Alors elle partit, avec Héloïse, vers l'inconnu, vers un refuge, espérait-elle. La route vers Chaspignac serpentait à travers des forêts de frênes noires, drapées de givre, aussi immobiles que des statues. Le ciel était bas, sans relief, comme s'il avait oublié la lumière. Claire conduisait sans parler. Héloïse, à l'arrière, chantonnait. Une berceuse que Claire ne lui avait jamais apprise. Dans le mur, sous la peau, elle attend qu'on dise son nom. La voix était douce, monocorde, sans émotion. Claire, les mains blanches sur le volant, n'osa pas interrompre le chant. Quelque chose dans cette mélodie ressemblait à un souvenir, mais pas le sien. La maison apparut au détour d'un virage, comme si elle avait surgi du sol. Aucune photo ne l'accompagnait dans le dossier notarié, seulement une adresse griffonnée à l'encre brune et un plan dessiné à la main. Elle était là. Une bâtisse de pierre, massive, ancienne, surplombant une vallée vide. Ses fenêtres, trop hautes, semblaient observer le ciel. Ses volets clos n'étaient ni vermoulus ni rouillés. Ils étaient immobiles, comme scellés. Un porche affaissé, un grenier borgne, un puits à sec. Aucune trace de vie, aucune trace de passage. Et pourtant, Claire sentit aussitôt qu'ils étaient attendus. Quand elle posa le pied sur le seuil, un courant d'air froid s'échappa de l'intérieur,
comme un souffle contenu trop longtemps. Elle se retourna vers Héloïse. La fillette fixait la porte. Puis elle dit simplement « Elle nous a entendus. » Claire crut d'abord à un jeu. Mais le ton de sa fille ne contenait ni malice ni peur. Juste une étrange reconnaissance. La maison qui attend. La porte s'ouvrit sans bruit, sans clé, sans poignée tournée, comme si elle s'ouvrait de l'intérieur. L'intérieur de la maison était intact, figé dans un passé sans date. Les meubles étaient couverts de draps blancs, comme des silhouettes en deuil. Les murs transpiraient une humidité rance, une odeur de choses enfermées trop longtemps. Et pourtant, rien ne semblait abandonné. Sur la cheminée, une pendule marquait 3h13, bloquée. Mais Claire jura avoir entendu son mécanisme battre, un seul tic, comme un cœur égaré. Claire sentit l'humidité, l'odeur de renfermé, et un courant d'air glacial venant du grenier, alors que toutes les fenêtres étaient closes. Héloïse, elle, posa la main sur la rambarde, tendrement, comme si elle caressait quelque chose de vivant. Elle tourna la tête vers Claire, et dans un souffle parfaitement clair, elle dit « Elle nous attend. » Elle nous attend. Sa voix n'avait plus rien d'enfantin. Elle résonna avec un écho, comme si quelqu'un d'autre l'avait parlé à travers elle. Claire sentit un frisson. Pas un frisson de froid, un autre, plus profond, plus animal, celui qui naît quand on a peur. Pas une peur logique, rationnelle, mais cette peur sourde, brutale, qui arrive avant même qu'on sache pourquoi. L'air était soudain plus lourd, saturé d'une humidité moisie, une odeur de renfermé, de cave oubliée, et puis ce courant d'air, glacial, tranchant. Il venait d'en haut, du grenier, mais tout était fermé, verrouillé, hermétique. Elle monta les escaliers, Héloïse sur ses talons. Les marches ne craquaient pas. Elle semblait les accueillir, les absorber. Le grenier était vaste, sombre, envahi d'ombre. Un espace suspendu, silencieux. Le genre de silence tendu, épais, que l'on entend plus qu'on ne le subit. Héloïse avança sans hésiter. Elle posa la main sur une poutre noircie, s'arrêta, ferma les yeux et murmura « Elle est là-haut, dans le bois. Elle se souvient. » Elle est là-haut, dans le bois. Elle se souvient. Claire sentit une sueur glacée couler le long de son dos. Quelque chose vibrait dans l'air. Un bourdonnement sourd, comme si les murs respiraient très lentement. Puis, subitement, Claire sentit une présence. Pas un fantôme, pas un souvenir, une attention. Quelque chose dans la maison avait tourné son regard vers elle et ne le détournait plus. La nuit tomba plus vite qu'à l'habitude. Claire ferma les volets, mais une lumière blanchâtre, phosphorescente, filtrait par les fentes. Elle venait de la forêt, d'un endroit qu'on ne pouvait pas nommer. Héloïse
s'endormit sans un mot. Claire, elle, resta assise toute la nuit, sur le seuil de la chambre, une chandelle entre les mains. Elle avait l'impression que si elle détournait le regard, quelque chose entrerait. Il est dedans. À l'aube, Héloïse descendit dans la cuisine, les pieds nus, couverts de boue sèche. Claire tressaillit. « Tu es sortie ?» La petite hocha la tête. Il m'a montré où il était. Il a dit que la porte était prête. Qui ça, Héloïse ? Qui est-ce qui t'a montré ? Un silence. Puis, dans un murmure presque inaudible, « Papa, mais il est plus comme avant, il est dedans maintenant. » Claire s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient. Un goût métallique emplissait sa bouche. Elle comprit alors. Ce qu'elle fuyait ne l'avait pas suivie. Il l'attendait. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tranquillité déformée, comme une surface d'eau lisse sous laquelle quelque chose bouge. Claire tenta de retrouver une routine, ranger, nettoyer, préparer des repas chauds, inscrire Héloïse à l'école du village, mais rien ne s'imprimait. Chaque jour semblait glisser, sans accroche, comme si la maison effaçait tout passage du temps. Elle perdit la notion des heures. Les aiguilles des horloges tournaient parfois à l'envers. Des objets disparaissaient, puis réapparaissaient, posés exactement là où elle était sûre de ne jamais les avoir mis. Un soir, elle retrouva une assiette encore chaude dans le four, avec un couvert placé, pour 3. Et elle n'avait pas cuisiné. Les habitants du village l'évitaient. Quand elle faisait ses courses, les regards se détournaient, les voix s'éteignaient. Le boucher refusait de la servir. Une vieille femme la prit par le bras un jour, à la sortie de l'église, et murmura simplement : « Vous ne resterez pas entière là-haut. » Claire ne répondit pas. Mais le soir même, dans la cave, elle trouva le même chapelet que portait la vieille, accroché à une poutre. Le bois, fendu comme une bouche grande ouverte. Le miroir fendu. La nuit, les bruits commencèrent. Pas des craquements, pas des rongeurs, des souffles, des murmures. Une langue étrangère sifflait dans les interstices du bois. Elle entendait son prénom. Mais pas avec sa voix d'aujourd'hui, avec celle de quand elle était petite. Dans les couloirs, les lampes grésillaient à son passage. Des formes flottaient aux angles de son regard, mais disparaissaient si elle tournait la tête.
premières semaines, Héloïse changea. Elle restait figée des heures entières devant les murs. Elle parlait dans son sommeil, prononçant des mots incompréhensibles, sifflés, parfois hurlés dans un rire rauque. Héloïse ne parlait plus. Elle ne voulait plus de jouets. Héloïse ne dormait plus. Elle passait ses nuits dans un coin du grenier, parlant à quelqu'un que Claire ne pouvait pas voir. Les murs, lentement, commencèrent à changer. Des fissures apparaissaient, puis disparaissaient le lendemain. Chaque nuit, des inscriptions inconnues couvraient les murs de la chambre. Claire les effaçait, mais elles revenaient, plus grandes, plus nombreuses. Elle dessinait toujours le même motif. Une grande chose noire, sans visage, aux bras étendus, tenant sa main. Claire brûla les dessins, mais chaque matin, ils réapparaissaient, parfois gravés à même les murs. Un matin, Claire monta la trouver. Le grenier était vide, mais sur les murs, des griffures, en demi-cercle, comme si quelqu'un avait été aspiré dans la pierre. Et dans un coin, soigneusement aligné, 3 cheveux noués, une dent de lait et un œil de poupée fondu. Claire descendit, tremblante, et trouva Héloïse dans la cuisine, en train de lui tourner le dos, mais récitant mot pour mot les lettres d'amour que Thomas lui avait écrites 10 ans plus tôt. Des lettres jamais lues à voix haute. Où as-tu entendu ça? Héloïse ne répondit pas. Elle se retourna lentement. Ses yeux étaient normaux, mais sans éclat. Des vitres mortes. Puis elle dit: Il veut que tu ouvres. Il dit que c'est le moment. Il dit: tu es prête. Claire s'effondra. Elle pleura toute la nuit. Et au matin, elle descendit à la cave. La pièce était plus profonde qu'elle s'en souvenait. À la lueur d'une bougie, elle vit une chose qu'elle n'avait jamais remarquée. Un pan de mur décalé, comme une porte masquée. Elle tira. Un mécanisme ancien céda. Derrière, un escalier de pierre, humide, recouvert de symboles gravés à même le calcaire. Le sol était jonché d'os, d'objets brûlés, de vêtements d'enfants. Claire descendit, sans savoir pourquoi, comme appelée. Au fond, une pièce ronde, parfaite, sans angle. Un cercle peint à même le sol, en suie et en sang. Et au centre, un miroir, ancien, fendu. Mais il refusait de refléter Claire. Elle s'approcha. Et ce n'est pas son visage qu'elle vit. C'était celui d'Héloïse, mais plus grande, plus pâle, les yeux noirs, et elle souriait. Ce n'est pas toi qui m'as porté, maman. C'est moi qui t'ai amené. Ce n'est pas toi qui m'as porté, maman. C'est moi qui t'ai amené. Claire hurla. Mais dans la maison, personne ne l'entendit. Le Cremer. La maison n'a jamais été un simple bâtiment. Ce n'était pas un projet architectural. Ce n'était même pas un abri. C'était une intention. Elle attendait.
construite en 1891 par un homme solitaire, Émile Rochant, architecte rationaliste, passionné par les proportions sacrées et les lieux vierges de symbolisme. Il croyait bâtir dans le silence. Il a réveillé une gorge. Le terrain, personne n'en voulait. Trop de légendes, trop d'accidents, trop de vide dans les registres. Les anciens appelaient cet endroit le Creux-Mer. Un nom effacé des cartes, rayé des registres cadastraux, oublié volontairement. Car ce n'était pas un champ, c'était une blessure, une faille tellurique, un point de croisement ancien entre plusieurs lignes d'énergie souterraines. Bien avant le christianisme, les druides y venaient pour prier, pour saigner, pour offrir à une entité oubliée la mer inversée, féminine, monstrueuse, primordiale, une matrice dévorante, un utérus éternel, tourné vers l'intérieur. On a retrouvé dans les grottes voisines des ossements d'enfants disposés en spirale, des fresques où des femmes accouchaient, d'ombre. Rochant n'avait pas peur. Il ne croyait qu'aux chiffres, à la rigueur. Il a construit. Et très vite, les choses ont tourné. Pendant les travaux, 3 ouvriers meurent dans des circonstances atroces. L'eau du puits devient noire, visqueuse, comme de l'encre. Un ouvrier disparaît. On ne retrouve que son marteau, fondu dans la pierre. Rochant reste. Il n'écoute plus les hommes. Il entend la terre. Dans un carnet retrouvé plus tard, il écrit « Cette terre n'est pas vierge. Elle est pleine. Et ce qu'elle porte veut être entendu. » Répété 27 fois. Il termine la maison en 1891. Il y vit seul. Et peu à peu, il se décompose. Il ne sort plus. Il ne mange presque plus. Il dort dans le grenier, au plus près du vent. En 1893, des voisins alertent la gendarmerie après avoir entendu, 3 nuits de suite, un chant sans langue. Rochant est retrouvé, vivant, nu dans le grenier. Le corps couvert de symboles gravés, à même la peau, la langue presque tranchée, à moitié arrachée. Il parle, mais pas dans une langue humaine. Il est interné immédiatement. Et à l'asile, il ne dit plus un mot. Il dessine, inlassablement, les plans de la maison, des pièces inversées, des murs sans porte, des spirales qui descendent sans jamais remonter. Toujours la même image, une maison sans sortie. Puis un matin, il cesse de respirer. Mort subite. Le médecin note. Pupille dilatée, expression d'effroi extrême. Son corps, recousu pour l'enterrement, aurait saigné à travers les points de suture. Le cercueil fut scellé dans du plomb. Mais la maison, elle, est restée. Vide, mais pas silencieuse. Elle attendait que quelqu'un d'autre l'écoute. « 3h13.
Claire n'avait jamais entendu ce nom. Elle n'en savait rien. Mais la maison, elle, s'en souvenait et elle l'attendait. Elle attendait qu'un esprit brisé ouvre la faille. Elle attendait le sang d'un enfant né dans le doute. Elle attendait que Claire, à genoux, dise enfin oui. Et ce soir-là, Claire descend dans la cave. Elle ne prend ni lampe ni bougie. Elle connaît le chemin désormais. Il y a là, au sol, le même cercle vu dans le grenier. Mais cette fois, plus ancien, incrusté dans la pierre. Autour, des os minuscules. Et au centre, une empreinte impossible. Elle n'a pas de forme humaine. Elle semble vivante, comme une chair pétrifiée. Claire pose ses mains sur la dalle. Elle ne récite pas une prière. Elle s'offre. Son nom, sa voix, son rôle de mère. Héloïse, en haut, rit. Un rire aigu, déformé, sans âge. Puis tout s'éteint. Pas seulement la lumière de la maison, celle du monde entier autour. À 3h13 du matin, un témoin jure avoir vu quelque chose sortir du toit. Pas un oiseau, pas un homme. Quelque chose de long, de plié, qui semblait naître à l'envers. L'offrande. Ce soir-là, il n'y avait pas de lune. Rien dans le ciel, rien dans la terre. Seulement la maison. Et elles deux. Depuis des jours, Claire ne dormait plus. Ses yeux étaient creux. Ses mains tremblaient. Elle ne mangeait pas, ne parlait plus à sa fille. Mais chaque nuit, elle l'observait. Héloïse ne clignait plus des yeux. Elle restait assise, droite, dans le grenier. Les murs semblaient pulser autour d'elle, comme s'ils respiraient en silence. Elle ne jouait plus. Elle murmurait. Des choses anciennes. Claire écrivait désormais dans un carnet qu'elle ne lisait pas. Elle y traçait des symboles qu'elle n'avait jamais appris. La maison la nourrissait d'images. Chaque nuit, Claire rêvait d'un puits. Au fond, un miroir. Et dans le miroir, elle ne voyait pas son reflet, mais celui d'Héloïse, brûlé, les yeux crevés, les lèvres cousues, qui chantait sans bouche. Pourquoi a-t-elle invoqué cette chose? Parce que la maison lui a promis. Parce qu'Héloïse lui a murmuré ce que Thomas avait compris trop tard, qu'ils étaient une lignée, qu'elle était née pour ça, que ce monde n'est qu'un écran et que derrière, quelqu'un attend. Quelqu'un de très ancien, quelqu'un qui se nourrit des liens. Ce n'était plus une maison. Ce n'était même plus un lieu. C'était un sanctuaire, une gorge, une entité. Et cette nuit-là,
elle s'est nourrie. Claire Belmont ne mangeait plus, ne dormait plus. Elle grattait les murs avec ses ongles. Et parfois, elle riait, mais pas avec sa bouche. Le rire sortait de derrière ses dents, un souffle décomposé, un rire qui ne lui appartenait plus. Héloïse, elle se contentait d'attendre. Pieds nus, les yeux vides, elle disait « Il arrive, il a faim. » Il arrive, il a faim. Le grenier avait changé. Il respirait. L'air y était plus chaud, mais impossible à inspirer. Chaque expiration semblait être un aveu. Le bois du plancher était moite comme une langue, les murs battant au rythme d'un cœur immense, invisible. Et puis, la nuit est tombée. Et Claire a commencé. Le rituel a commencé. Pas un rituel de sorcellerie classique, pas de pentacle, ni de cierge. C'est la maison elle-même qui a parlé. Par les murs, par les poutres, par le sang séché entre les pierres. Elle s'était vêtue d'une chemise de nuit d'enfant déchirée au poignet. Elle avait éteint toutes les lumières et disposé sur le sol du grenier un cercle de cendres, de cheveux brûlés et de fragments d'ongles. Au centre, elle avait posé une dent d'adulte arrachée à vif, un bol d'eau noire puisé dans la vieille citerne du jardin où des choses flottaient, et une photo d'elle, enfant, les yeux lacérés au couteau. Héloïse est entrée sans un mot, ses bras entaillés, des symboles gravés au couteau sur sa peau d'enfant. Elle marchait en silence, bien droite. Elle portait un voile noir, cousu dans un tissu qui semblait transpirer. Et dans sa main, un scalpel rouillé. Elle rit, s'engorge, et la porte du grenier s'est refermée avec violence derrière elle. Claire s'est agenouillée dans le cercle. Elle a pris le bol, et lentement, elle a tranché sa langue. Pas un cri, juste un gargouillis, un choc mou, et le bol a tremblé. L'eau noire a commencé à bouillir. Le grenier a hurlé. Un craquement profond, comme une mâchoire qui se déboîte. Et au centre du plafond, une fissure est apparue. Elle descendait, elle s'ouvrait, lentement, comme une blessure dans la chair du bois. De cette ouverture, une chose est descendue. Pas un corps, une main, noire, fluide, mais hérissée de petits ongles, comme si elle portait les doigts d'autres mains. Elle a effleuré la joue d'Héloïse, et celle-ci a souri. Elle me trouve parfaite, maman. Tu peux venir. Il me trouve parfaite, maman. Tu peux venir. Claire a pleuré, mais ce n'étaient pas ses larmes. Elle coulait vers le haut, et elle brûlait la peau. Le grenier a commencé à se replier. Les murs se sont contractés comme une cage thoracique à l'agonie. Les fenêtres se sont fermées seules, en un claquement sec. Et dans un coin, le miroir s'est fendu, mais continuait à renvoyer leurs reflets, même après qu'elles aient disparu. La dernière chose que le grenier a entendue fut une voix, d'enfant, mais creuse, comme parler à l'intérieur d'un puits. Elle a donné. Elle a compris. Elle reste. Elle a donné. Elle a compris. Elle reste. Puis plus rien. Claire s'est offerte. Pas sacrifiée. Offerte. Et Héloïse a tendu les bras vers une chose que personne n'a jamais décrite, mais que tous les hommes
ont dans leur cauchemar. Ce n'était pas une possession. Ce n'était pas un démon. C'était un rappel, un retour. Quelqu'un a enfin frappé à la porte et on lui a ouvert. La nuit du 3 septembre 1980, un voisin de Chaspignac signala des hurlements stridents venant de la vieille bâtisse. Des bruits sourds, de craquements, des sons que l'on décrit comme non humains. Quand les gendarmes arrivèrent, l'intérieur semblait abandonné, mais vivant, comme si la maison respirait encore. Sur la table du salon, une chandelle encore tiède. Sur le sol, des traînées de cendres, en forme de pas. Mais aucune trace de Claire, aucune trace d'Héloïse. Juste le silence. Ils trouvèrent une poupée posée au centre du cercle gravé dans le grenier. Ses yeux avaient été cousus avec du fil noir, mais un liquide sombre s'écoulait encore des coutures. Une horloge arrêtée à 3h13, l'heure exacte à laquelle tous les voisins disent avoir entendu une berceuse. Des griffures au plafond, non pas vers le haut, mais tournées vers l'intérieur. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait tenté de s'empêcher de sortir. Et dans la salle de bain, un miroir brisé, mais qui reflétait encore deux silhouettes, même dans le vide. Pas de corps, pas de sang, pas de lutte, juste une maison, silencieuse. Mais quand un gendarme toucha l'horloge, elle se remit en marche et marqua 3h14. Une minute de trop, une minute volée au réel. Claire n'a pas fui. Elle a été absorbée. La maison n'est pas une simple bâtisse. C'est un vaisseau, un utérus mémoriel, un temple inversé bâti au-dessus d'une faille. Claire n'était pas la victime, mais l'ultime maillon d'un pacte ancestral. Elle devait accueillir l'éveil complet d'Héloïse. La disparition est une intégration, une absorption rituelle. L'entité logée en Héloïse ne pouvait devenir tangible que par un dernier sacrifice conscient, celui de la mère. Claire a dissous la frontière entre le réel et la chose. Son corps n'a pas été détruit, mais refondu dans la structure de la maison, de même qu'Héloïse. Les deux ne sont plus visibles, car elles sont devenues partie intégrante de la maison. Pas des fantômes, pas des présences, des strates vivantes de la conscience du lieu. L'horloge figée, la poupée, le miroir, autant de reliques de leur passage. Mais la maison n'est plus vide. Elle regarde, elle écoute. Et certains soirs, à 3h13, on entend une voix d'enfant qui chuchote, puis une autre voix, plus grave, et enfin, le bruit humide d'une bouche qui s'ouvre. Les derniers mots de Claire. Après la disparition de Claire et Héloïse, des ouvriers envoyés par la mairie de Chaspignac commencèrent à examiner la bâtisse pour une éventuelle démolition. Mais dès leur arrivée, les outils rouillèrent, les générateurs tombèrent en panne, et
surtout, une forte odeur de métal chaud envahit les lieux. Un homme, un maçon, voulut démonter une cloison du rez-de-chaussée. Il frappa 3 coups de masse et le mur s'ouvrit. Pas en morceaux, en un seul bloc, comme une peau qui s'écarte. Derrière, il y avait un vide. Et dans ce vide, un carnet glissé dans une fissure, relié de cuir, couvert de moisissures noires, mais intact. Sur la première page, Claire Belmont, journal personnel. 3 août 1980. Il y a un froid que les couvertures ne réchauffent pas. Un froid sous la peau, comme si l'air voulait m'arracher quelque chose. Héloïse dort au grenier. Elle dit qu'il l'appelle mieux d'en haut. Je ne sais pas de qui elle parle. 5 août. Les murs ne sont pas vides, je le sens maintenant. Ils me pressent, comme s'ils écoutaient. J'ai retrouvé une mèche de mes cheveux, sous l'oreiller, coupée nette. 9 août. Cette nuit, j'ai rêvé d'un homme sans visage. Il se tenait dans la cave et m'appelait par le nom que seule ma mère utilisait quand j'étais enfant. Quand je me suis réveillée, ma langue saignait. 12 août. Héloïse a dit que je dois l'ouvrir. Le cercle. Elle a dit que papa l'a presque fait, mais qu'il a eu peur. Moi, je n'ai plus peur. Je ne veux plus entendre les pleurs derrière les murs. Je veux comprendre. 13 août. J'ai vu Thomas cette nuit, mais ce n'était plus lui. Il avait les yeux comme du coudron. Il parlait avec la voix d'Héloïse, et il m'a dit « Il faut 3 corps pour une porte, 2 pour le sang, 1 pour l'œil. Je crois que je suis l'œil. » Plus les pages défilaient, plus l'écriture de Claire changeait. Les lettres devenaient erratiques. Certaines lignes étaient écrites à l'envers, d'autres en rouge. Il y avait des symboles inconnus, des schémas, des prières inversées et des extraits qu'aucun humain n'aurait dû pouvoir écrire. Une page arrachée fut retrouvée coincée dans une autre cloison du grenier. Sur cette page, 20 août. Je ne suis pas la mère d'Héloïse. Elle est plus ancienne que moi. Elle est née dans la pierre. Elle a porté mon enfant. Elle m'a mise au monde. Et maintenant, elle veut rentrer chez elle. dans les jours précédant leur disparition, plusieurs villageois jurent avoir vu Claire parler seule dans les champs, pieds nus, les yeux ouverts sous une pluie battante. Et Héloïse, toujours debout, jamais assise, jamais fatiguée. Certains disent même l'avoir vue en double, une au grenier, une dans les bois. Le journal s'achève sur une dernière phrase, griffonnée dans l'angle d'une page, comme si elle avait été écrite en courant. On ne quitte pas la maison. Elle s'étend avec nous. Une bande scellée. Claire, Héloïse, la maison, tout ce que vous venez d'entendre n'était qu'une partie, car avant elle, il y en a eu d'autres, des disparitions. J'ai trouvé une archive qui n'aurait jamais dû être ouverte. Pas un rapport, pas un dossier, une bande scellée, cachée pendant plus de 40 ans, et un nom qu'on a tenté d'effacer des registres, qu'on a voulu oublier. Sophie Griveau. Sur la bande, un avertissement à détruire. Et en dessous, à ne surtout pas écouter. J'ai ignoré cet avertissement
Ce qui y est gravé dépasse tout ce que j'avais découvert jusque-là. Ce que vous allez entendre n'a jamais été diffusé. Ce n'est pas une légende, c'est une preuve. Le père Augustin, le moine, a tout enregistré. Vous pouvez encore éteindre. Mais sachez ceci. Une fois que vous aurez entendu ces sons, il sera trop tard pour les oublier. L'archive interdite. Archives officielles, dossier, Inquisition moderne, classification, confidentielle, archevêché de Reims, objet, intervention rituelle, sujet, Sophie Griveau, date, 7 mai 1980, lieu, Maison Saint-Gabriel, unité de soins spirituels, non référencée. Résumé de l'intervention. Mademoiselle Sophie Griveau, disparue depuis le 12 février 1975 et réapparue dans des conditions inexpliquées. Son état physique et psychique s'est rapidement dégradé. Après 3 semaines de tentatives médicales infructueuses, mutisme partiel, anorexie nerveuse, hallucinations nocturnes, automutilation rituelle, la famille a sollicité l'intervention de l'évêché. La décision fut prise d'ordonner un exorcisme. Observation très liminaire. Le sujet ne reconnaît plus sa famille. Pupilles dilatées, sans réactivité à la lumière. Symboles inconnus gravés à même la peau, réapparaissant chaque matin malgré effacement. Langue parlée non identifiée, mêlant sifflement sans structure consonantique. Analyse linguistique en cours. Rapport du rituel du 7 mai 1980. Père Gabriel Rochemont. Dès les premières prières, une opposition manifeste s'est fait sentir. La température de la pièce a chuté brutalement. Le sujet riait sans ouvrir la bouche. Les objets bénis, crucifix, eau sainte, se sont mis à noircir en sa présence. Lors de l'invocation à Saint-Michel, elle a prononcé à voix haute le nom de chacun des assistants, accompagné d'un souvenir intime les concernant. Une voix double s'est alors manifestée. L'une aiguë, l'autre caverneuse, clairement non humaine. À 3h13 précisément, le miroir de la cellule s'est brisé sans contact. Le sujet s'est figé. Ses yeux se sont retournés. Sa mâchoire s'est ouverte en un cri silencieux. Puis la voix a jailli, rauque, profonde, comme expulsée des entrailles de quelque chose qui n'était pas humain. Statut du dossier. Sujet transféré en isolement total. Décision, clôture du dossier, inclassable. Mention manuscrite sur le dossier. Ce n'est pas une possession, c'est une invitation à travers elle. Extrait témoignage, Jeanne Rivaud, sœur cadette. Enregistré en 1980, audio retrouvé dans les bandes magnétiques du dossier Belmont. Quand elle est revenue, elle portait les mêmes habits, avait le même âge, comme si elle n'était partie que depuis 1 heure. Mais elle me regardait comme si je n'avais jamais été sa sœur. Elle ne clignait plus des yeux. La nuit, je l'entendais parler à quelqu'un dans le grenier. Une fois, je l'ai surprise en train de se regarder dans le miroir, mais ce n'était pas son reflet. C'était moi. Elle m'a dit « Tu crois que c'est toi, mais c'est moi depuis toujours. » Je l'ai vue faire léviter un jouet. Elle riait. Elle riait comme une vieille femme. Le jour de l'exorcisme, j'étais derrière la porte. Ce que j'ai entendu, ce n'était pas humain. C'était comme si la pièce respirait à travers elle. Quand ils sont sortis, le prêtre a vomi du noir. Ils n'ont rien pu faire. Ils l'ont enfermée et on m'a dit d'oublier. Mais je ne peux pas, parce que je sais qu'elle est encore là et qu'elle m'attend. Ce qui suit n'aurait jamais dû être enregistré. Je ne devrais pas vous faire écouter ça. L'archevêché avait ordonné le silence. Le père Gabriel Rochemont a désobéi, installant un magnétophone malgré les protestations.
Ce fragment est le seul rescapé d'une bande que le temps ou autre chose a tenté d'effacer. Sophie Griveaux a été retrouvée en 1980, 5 ans après sa disparition. Elle avait changé. Plus rien d'humain dans son regard. Sa sœur n'osait plus l'approcher. Après des semaines d'observation médicale, l'église a été saisie. Le père Gabriel Rochemont a accepté d'intervenir. Une seule séance autorisée. Voici ce qu'il en reste. 7 mai 1980. Extrait audio, séance d'exorcisme de Sophie Griveaux. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Efface mes offenses selon l'abondance de ta compassion. Lave-moi plus encore de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi, Seigneur, avec l'hysope, et je serai purifié. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Je cherche la lumière de ton église comme une putain de fou d'évêque. J'exorcise esprit impur, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu t'éloignes de cette créature de Dieu. Je t'assure, serpent ancien, par le juge des vivants et des morts, par le Créateur du monde, cesse de tromper les créatures humaines, cède la place au Christ, Dieu te le commande, le Fils te le commande, la croix te le commande, la foi des saints apôtres te le commande. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, alors pars, Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saints anges, priez pour nous. C'est tout ce qui reste. Le père Rochemont a refusé d'enregistrer d'autres séances. Il est mort 2 mois plus tard. Langue tranchée, mains brûlées, Sophie ne parlait plus. Elle dessinait, toujours la même forme, un grenier et une bouche immense dans le mur, ouverte. Ceux qui ne sont jamais partis. Je referme le dossier, les mains tremblantes. Tout est là, sous mes yeux. Les carnets rongés, les bandes magnétiques, la chemise rouge, Claire Belmont, Sophie Griveaux. Des noms qui n'auraient jamais dû croiser le mien. À l'époque, j'étais simple étudiant en anthropologie sonore, en stage dans un centre de dépôt administratif. Rien de plus. Puis j'ai ouvert cette boîte poussiéreuse et j'ai écouté les voix enfermées depuis des décennies. Ce jour-là, j'ai compris. Certaines histoires ne meurent jamais. Elles restent là, tapies dans l'ombre,
attendant qu'on les entende. Les sons me hantent encore. Les rires secs, les cris brisés, les murmures pas humains. J'ai voulu comprendre, documenter, mais il n'y a pas de compréhension possible. Seulement des fragments, des éclats de vérité qu'on n'ose pas assembler. La maison existe toujours. Les voix existent toujours. Et ceux qui y sont entrés ne sont jamais vraiment partis. Je laisse l'archive ici, à votre portée. Vous pouvez l'écouter, la réécouter, si vous en avez la force. Mais souvenez-vous, certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Et certaines histoires ne se terminent jamais. Ainsi s'achève cette histoire. Peut-être que certains échos résonneront encore dans votre esprit. Vous venez d'écouter Le Crumer, les cas Claire Belmont et Sophie Griveau, écrit, produit et réalisé par David L.C. Thomas. Narré par Paul-Étienne Vernier. Avec, dans le rôle de Claire Belmont, Amélie Rousseau. Dans le rôle d'Héloïse, Margot Lefebvre. Dans le rôle de l'ouvrier, Adrien Pouget, Henri Duval. Dans le rôle de l'inspecteur d'Arvel, Thomas Leroux. Dans le rôle de Camille Griveau, sœur aînée de Sophie Griveau, Isabelle Moreau. Dans le rôle de sœur Jeanne, l'infirmière psychiatrique, Hélène Caron. Dans le rôle de Lucienne Morand, voisine de la maison de Valmont, Adèle Vautrin. Dans le rôle de Marie Descombes, autre voisine de la maison de Valmont, Maëlys Vendier. Dans le rôle du prêtre, le père Augustin Lemoine, Nicolas Aubert. Dans le rôle du prêtre exorciste, le père Gabriel Rochemont, Victor Delorme. Dans le rôle de Jeanne Griveau, sœur cadette de Sophie Griveau, Manon Girard. Merci d'avoir écouté cette œuvre. Et souvenez-vous, certains silences ne se referment jamais. Vous pouvez prolonger l'expérience en écoutant la bande originale, intitulée Haunted, composée par David L.C. Thomas, disponible sur toutes les plateformes digitales. Copyright 2025. Tout droit réservé.